Sud Radio dans tous ses états, Maxime Liédot. La question qui fâche, 0826 300 300, sommes-nous encore une puissance énergétique au lendemain notamment du grand blackout qui a eu lieu en Espagne et au Portugal? Plus d'électricité nulle part, plus d'internet, un pays clairement prompt au chaos. Ça s'est rétabli tout doucement dans la nuit, mais ça nous a fait, mine de rien, réaliser qu'on était peut-être un peu vulnérable, notamment quand on faisait de mauvais choix. Et en parallèle de ce blackout, on était à l'Assemblée nationale, un hémicycle vide, je dis bien absolument vide pour des décisions majeures, l'avenir du nucléaire, la place des énergies renouvelables. Bref, on attend finalement vos commentaires, vos réactions, vos interpellations. 0826 300 300, l'application Sud Radio. Sommes-nous encore une puissance énergétique? Et on va en discuter avec Henri Vallard. Bonjour. Bonjour. Auteur de Mensonges d'État, imposture écologique, c'est aux éditions Fayard et vous y détaillez parfaitement les mauvais choix qui ont succédé depuis des années et des années, au point, mine de rien, d'être une puissance énergétique très fragile. Et nous accueillons également Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Messieurs, la première question, c'est que on va prendre quelques minutes d'abord pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal. Mais c'est vrai que quand on regarde le cas espagnol, c'est quand même un pays où 56% de l'électricité provient du solaire, de l'éolien et de l'hydraulique. C'est-à-dire en fait des fameuses énergies renouvelables que nous, France, grand pays, voulions aussi, on va dire, accorder une place beaucoup plus importante dans la PPE, Henri Vallard, c'est ça? Oui, alors la question de ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique est toujours en cours d'investigation. On n'a pas les réponses définitives. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées puis qui ont été démenties. La cybersécurité, on vient d'en parler. En revanche, vous avez évoqué le poids des énergies renouvelables dans le mix électrique. Alors le mix électrique, c'est pour les 100% de production d'électricité, quelle est la part des renouvelables, quelle est la part du nucléaire, quelle est la part du gaz, etc. C'est ça qu'on appelle le mix électrique. Et cette répartition, effectivement, elle est en Espagne très très différente de la France. En France, plus de 80% de la production d'électricité est ce qu'on appelle pilotable, c'est-à-dire qu'on peut commander à la hausse ou à la baisse. C'est le cas du nucléaire, c'est le cas de l'hydraulique, par exemple. Et effectivement, avec beaucoup de renouvelables, le renouvelable a une caractéristique, c'est qu'il dépend de phénomènes extérieurs. Donc il faut qu'il y ait du soleil, solaire, l'éolien, l'hydraulique. Il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait du vent. Et dans le cas du vent, s'il est plus ou moins fort, eh bien on a une production plus ou moins forte. Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. La question se pose pour vous aussi du côté espagnol, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est cette part beaucoup trop importante de mix électrique avec une partie qui n'est pas pilotable, puisque précisément l'électricité provient de solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, qui a pu provoquer, parce qu'impréparation, parce que beaucoup trop d'instabilité, cet immense blackout, notamment du côté espagnol? Alors, il faut bien noter que l'Espagne est un pays qui a fait le choix d'être l'allié énergétique de l'Allemagne, puisque l'Espagne est fabricant d'éoliennes avec Siemens Gamesa, qui est une société germano-espagnole. Et comme ils ont fait le choix de quitter le nucléaire, ils sont investis fortement dans les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, d'ailleurs principalement chinois, et les éoliennes qu'ils fabriquent sur leur sol. Et de ce fait, moi j'ai tout de suite, lorsque j'ai eu l'information du blackout, j'ai tout de suite fait une copie d'écran immédiate du site Electricity Map qui nous donne à la minute près le mix électrique produit au moment donné. Et donc à 13h, on avait une image du mix électrique d'1 heure ou 2 heures avant, juste avant le blackout. Et avant le blackout, eh bien, la production électrique espagnole, c'était 60% du solaire et 10% de l'éolien et 10% de l'hydroélectricité. Ça veut dire que avant le blackout, c'est presque 70% de l'électricité qui était intermittent. Il faut bien comprendre une chose très importante, c'est que tant qu'on a du nucléaire, on est dans une stabilité électrique. C'est ce que disait Henri Vallard, c'est-à-dire que c'est pilotable. Et pilotable. Et elle répond à la demande du moment. Mais quand vous intégrez une forte proportion d'électricité intermittente dans le réseau, il suffit qu'il y ait une faible distorsion entre la production et la consommation qui peut agir, par exemple, si vous avez un nuage qui passe à un moment, beaucoup de nuages, vous allez avoir une baisse de la production des panneaux solaires, ou si vous n'avez pas de vent, et cette brusque modification
de l'électricité d'origine vient intermittente perturber tout le système. Peut créer des perturbations du système et des fréquences, soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc, le blackout, il peut être soit dû à un excès d'électricité dans le réseau électrique, soit à une faible électricité par rapport à la consommation. On n'a pas encore la raison de ce blackout, donc ça, il faut rester prudent. Mais il y a fort à penser que, compte tenu des enjeux financiers absolument gigantesques, ce soit dû à cela. Que les Espagnols soient plutôt prudents dans le fait de dire que c'est lié à l'intermittence du soleil. Oui, bien sûr. Mais Henri Vallard, dans ce que dit à l'instant Fabien Bouglet, il y a cette idée en effet que mine de rien, il a évoqué l'Allemagne, il y a également eu un blackout au Portugal. On est en train de se concentrer sur le cas de l'Espagne. C'est vrai que la France fait encore office un peu d'exception dans la place du nucléaire encore accordée. C'est d'ailleurs tout le débat auquel on assiste entre les experts, les députés et certaines grandes institutions comme EDF, c'est-à-dire que la France arrive encore à être un îlot encore fort de cette politique énergétique, précisément parce qu'elle a le nucléaire. Oui, alors je voudrais juste ajouter un mot sur la question, avant de parler de ça précisément, sur la question du réseau et de sa stabilité. Parce que quand on a les différents moyens de production, l'électricité, elle doit équilibrer en permanence l'offre et la demande. Donc effectivement, comme l'a dit Fabien Bouglet, s'il y a une variation de demande ou s'il y a une variation de production, il faut trouver un mécanisme d'ajustement. Bon. Alors on peut faire de l'effacement, c'est-à-dire qu'on peut arrêter certaines consommations d'électricité, ou bien on peut piloter justement des sources d'électricité. Ce qui est assez complexe dans toute cette affaire, c'est qu'il faut équilibrer ces flux d'électricité à un instant donné dans l'ensemble du réseau. Donc on a déjà eu des alertes il n'y a pas très longtemps avec des signaux qui ont été envoyés par le distributeur d'électricité en France en disant attention, il me faut des prévisions fiables parce qu'il faut équilibrer localement par exemple. Donc pourquoi c'est quelque chose d'important? Parce que les grandes centrales électronucléaires ont des très grosses systèmes de production d'électricité avec ce qu'on appelle une grosse inertie. Et donc, c'est des systèmes qui sont très stables. Dans les productions éoliennes solaires, on a les variations de puissance, effectivement, liées au fait qu'il y a du soleil, pas de soleil, du vent, pas de vent. Mais on a aussi dans le processus même de fabrication d'électricité des systèmes qui sont un peu plus volatiles, je dirais pour le dire de manière très simple. Et du coup, le pilotage du réseau peut apparaître plus compliqué. Alors, Fabien Bouglet a parfaitement raison, on n'a pas aujourd'hui l'explication, donc il faut vraiment pas se précipiter pour dire c'est telle ou telle chose, il faut attendre l'enquête. Sans nous précipiter, néanmoins, ça a été évoqué à 12h30 au moment de la panne, la production espagnole d'électricité générée par le solaire était absolument colossale, et on sait quand même que l'Espagne est très mal équipée en cas de pic de production pour gérer justement les fameux excédents d'électricité par le solaire. Ces capacités de stockage, en fait, restent très limitées. Est-ce que, Fabien Bouglet, c'est une piste qui est crédible et qu'on doit observer, nous, Français, avec énormément d'intérêt? Parce que quand on vient justement nous vendre le système solaire, etc., on doit se dire que derrière, il y a peut-être toute une industrie à préparer pour justement être en capacité de la stocker et pas faire des blackouts toutes les 3 semaines. La politique énergétique basée sur les énergies intermittentes. C'est ça le danger, si vous voulez. C'est pas trouver des solutions de stockage, c'est comment on fait. Et moi, avec une dizaine d'anciens dirigeants de la filière énergétique, nous avons le 1er décembre dernier publié une tribune qui s'appelle « Nous dénonçons », qui justement c'est un j'accuse énergétique qui évoquait cette situation. Moi je travaille avec Hervé Macheneau qui a écrit un livre, La France dans le noir, qui explique parfaitement les risques de développer les énergies intermittentes en termes de sécurité énergétique et sécurité électrique. Donc, même si on peut être prudent quant à la cause de ce blackout, il est évident que le fait qu'on ait 60% d'énergie solaire juste avant ce blackout est un indice sérieux, puisque d'ailleurs Michael Schellenberger, qui est l'ancien conseiller au président Barack Obama, a tweeté, et je l'ai mis sur mon compte Twitter, un schéma qui montre qu'il y a eu une baisse soudaine de fréquence, et donc cette baisse de fréquence est liée justement au différentiel entre la consommation et la production, et de ce fait, il évoque même qu'on a été à 2 doigts d'un blackout européen. Alors, sans dramatiser les choses, il y a quand même des indices sérieux qui nous font penser
que les énergies intermittentes sont bien la cause de cette coupure d'électricité. Ça ne donne pas une conclusion forte, mais il y a un faisceau d'indices. Mais il y a un faisceau d'indices pour dire que en effet, quand on utilise ce genre d'énergie, les fameuses énergies renouvelables, il faut s'attendre mine de rien à beaucoup d'instabilités qui peuvent parfois se causer, qu'on a vu hier l'Espagne et le Portugal. Henri Vallard. Oui, alors c'est effectivement un bon candidat. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire attendons les conclusions, évitons de faire des conclusions à chaud, parce que ça serait pas sérieux. Mais c'est un bon candidat, et un indice parmi d'autres, c'est que ça fait de nombreuses années que des experts attirent l'attention sur ce risque d'instabilité du réseau, avec un réseau qui devient plus compliqué, avec beaucoup de points d'entrée dans le réseau, puisqu'on a 2500 de mémoire, on a un peu plus de 2500 parcs éoliens par exemple en France, donc on a beaucoup de points d'entrée, mais on a aussi le photovoltaïque, donc on a un réseau qui à l'entrée est assez compliqué. Il faut gérer la consommation de l'autre côté, et à cause de la nature technique de production de l'éolien et du solaire, il y a une plus grande difficulté à maintenir ce qu'évoquait Fabien Bouglet, la fréquence du réseau. On sait que c'est à 50 Hz. Si cette fréquence commence à décrocher, on peut avoir des phénomènes en cascade de coupure, un peu comme dans votre maison quand vous avez les plombs qui sautent. Voilà, exactement. Et donc c'est effectivement un bon candidat, et il faut surtout, on peut espérer que cet accident en fait va avoir des conclusions qui seront transparentes, qui permettront tout à chacun de se prononcer avec, je dirais, des experts indépendants qui pourront regarder, je dirais, l'analyse du dossier, parce que c'est un élément d'information important pour tout le monde. Et il faut absolument que les conclusions soient transparentes, sans aucun biais idéologique ou politique. Est-ce que la France est encore une puissance énergétique ? On a fait ce point d'entrée avec l'immense blackout qu'ont connu les pays espagnols et portugais hier. Mais la question maintenant, c'est mettre les mains dans le cambouis de la fameuse PPE en France. C'est le fameux plan pluriannuel de l'énergie. Cela veut dire que vous et moi, Français, Françaises, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, cela vous concerne, parce que c'est ce qui fait que oui ou non, votre prix, la facture d'électricité va plus ou moins augmenter dans les prochaines années. Et on sait depuis combien de temps en France on a notamment sous-estimé la filière nucléaire. On entendra dans cette émission également les propos de Dominique Voynet. Vous savez, c'est celle maintenant qui gère une sorte de grande commission avec un droit de regard sur ce qui se passe sur le nucléaire en France. C'est pourtant elle qui a torpillé la filière depuis des années. On va revenir sur tout ça avec Henri Vallard, qui est avec nous, auteur de Mensonges d'État, imposture écologique, mais également Fabrice Bouglet, expert en politique énergétique. Vous êtes sur Sud Radio. Est-ce que on va pouvoir s'en sortir sur le plan énergétique ces dernières années ? On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Est-ce que la France est encore capable d'avoir une puissance énergétique forte ? On sait que le nucléaire est une fierté, mais on sait surtout que les politiques ont pris soin de la démanteler au fur et à mesure. Et le vrai sujet, c'est que hier, si vous voulez, alors que ça devait être une loi, les députés, normalement, je dis bien normalement, devaient voter pour, on va dire, le plan, on va dire, et l'idée et la façon dont devait se penser la politique énergétique de la France. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ils avaient peur de la censure, les députés, ou du moins le gouvernement, a dit non, on va en faire un décret. Évidemment, soulèvement des députés. Donc il y a eu des débats et une commission va être en fait instaurée pour essayer de faire en sorte que les quelques amendements de députés puissent être discutés et placés dans la loi. Tout ça, ça s'appelle la PPE. Mais c'est vrai, Henri Vallard et Fabien Bouglet, Henri Vallard, auteur de Mensonges d'État, imposture écologique, Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, on a beaucoup entendu parler en réalité de l'électricité, de la politique énergétique. Les politiques ont essayé de s'en emparer ces dernières semaines en disant ce qui s'apprête à être voté ou à être passé par le gouvernement, c'est terrible, ça ne peut pas être validé. Henri Vallard, pourquoi c'est si terrible selon vous ? Alors, je vais peut-être revenir sur la question, est-on encore une puissance énergétique ? Il faut se souvenir de 2022. À la fin 2022, il y avait des inquiétudes sur notre capacité à produire suffisamment d'électricité. Rappelez-vous, on demandait de porter des pulls verts, on demandait de faire un peu attention. Le ministre de l'économie lui-même. Et il fallait faire attention. Il y avait des craintes qui ne se sont pas matérialisées justement sur des coupures de courant locales. Il y a eu beaucoup de débats. Et qu'est-ce qui se passait en 2022 ? En 2022, nos réacteurs nucléaires fonctionnaient au ralenti. Pour des raisons techniques, il y avait des examens à faire, il y avait des contrôles à faire sur certains équipements, ce qu'on a appelé à l'époque, on en a beaucoup parlé, la corrosion sous contrainte.
Le fait qui était important, c'est que le nucléaire a tourné à 52% de sa capacité en 2022. Alors pourquoi je cite ce chiffre? Parce que c'est une année qui était une annus horribilis en fait pour la production d'électricité, où la France pour la première fois était importatrice d'électricité et où en fait on avait donc ces craintes. Et là, cette année-là, on se dit, on n'était peut-être pas une puissance énergétique, parce que justement, on était inquiet. En 2024, le scénario change complètement, puisque le facteur de charge, je dis juste un mot, c'est quelle est la proportion d'énergie produite par rapport à la production d'énergie maximale si on marchait à 100% de capacité toute l'année. C'est ça le facteur de charge. Mais alors sur cette PPE, pourquoi elle était dramatique et pourquoi, mine de rien, elle a concentré toutes les critiques? Je vais y venir, parce qu'en fait, il faut s'intéresser à l'utilisation de nos réacteurs nucléaires. 52% en 2022, on a des problèmes en fin d'année, on s'inquiète. On est à 67% en 2024, on souffle, et en 2024, on est exportateur. Donc c'est pour ça que je disais, on est une puissance exportatrice et on redevient, puisqu'on fait marcher cet outil, une puissance énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la PPE? Il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes de fond sur le contenu de la PPE et des problèmes juridiques et de forme. Les problèmes de fond. Alors les problèmes de fond. Si on devait en citer 3 pour que ceux qui nous écoutent comprennent à quel point, si vous voulez, la politique énergétique de la France s'apprêtait à être chamboulée, avant qu'on interroge également Fabien Bouglet. Je dirais, des problèmes de fond, il y en a un premier, qui est que c'est un document, le document de consultation de cette PPE, qui a été en consultation du public, est un document de piètre qualité, à telle enseigne que l'Académie des sciences elle-même s'en est émue, en disant qu'il y avait des incohérences même dans les chiffres. Elle a dénoncé un plan qui était irréaliste et totalement incohérent. Voilà. Et qui n'était pas, moi ça m'a beaucoup frappé, qui n'était pas à la hauteur de la qualité d'une production de l'État. C'est quand même un jugement extrêmement sévère. Et ça, c'est l'Académie des sciences qui dit ça. L'Académie des sciences qui l'a écrit. Enfin, c'est un avis qui vient d'être publié, qui est accessible par tout le monde. C'est quelque chose de tout à fait vérifiable. Donc c'est quand même extrêmement sévère sur la production de l'appareil d'État, en fait. Bon, déjà, donc ça, c'est le premier point. Premier point. Alors le deuxième point, c'est que cette planification, elle freine en quelque sorte l'exploitation des réacteurs nucléaires. Je viens de le dire, on est passé de 52% d'utilisation à 67%. Mais on refreine à nouveau. Alors voilà, et en fait EDF avait une ambition qui était de monter à 75% d'utilisation. Mais l'État a dit niet. Et cette PPE dit, on ne prend pas ça en compte, on va se caler à 7% de moins, donc à 65%. C'est-à-dire à une utilisation en proportion plus faible que le réel de 2024. On sait bien que le nucléaire devait faire une sorte de remontée d'utilisation. Ce chiffre de 67% ou de 72%, qui est l'ambition d'EDF, il n'est pas du tout déraisonnable. La plupart des réacteurs dans le monde tournent à 80 voire 90%. Et j'ajoute juste un point, plus les réacteurs sont anciens, quand ils ont 30, 40 voire 50 ans, plus ils sont stables. Donc en fait, il n'y a pas du tout l'idée il n'y a aucun risque à ce que cette productivité soit obérée par l'âge d'exploitation de la centrale. Bon. Donc ça, c'est le deuxième problème. Deuxième problème, la place... Attendons juste pour qu'on comprenne les points de vue sur les 2 points. Il y a en effet le document de piètre qualité, l'Académie des sciences, qui dit que c'est totalement irréaliste et incohérent, et la volonté, mine de rien, si on peut le dire, de baisser la part du nucléaire, alors qu'on sait que c'est important. De votre côté, Fabien Bouglet, sur cette PPE, qu'on comprenne bien quels sont les points, si on devait en retenir 2-3 selon vous, qui étaient totalement irréalistes. Alors la première chose sur la forme, c'est que je voudrais dire que l'Assemblée nationale elle nous a fait un blackout hier, parce que on est sur une discussion d'un sujet de la plus grande importance nationale, un intérêt vital de la France, sur le sens de notre société, de notre économie, et il y a une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Où ils étaient les députés? Où sont les parlementaires? Moi, je suis en colère quand je vois ça. On a le Premier ministre qui fait un discours de la plus grande importance nationale et il n'y a pas un député présent. Non, moi, d'abord, sur ce point, je pense que là-dessus, il va y avoir un débat au Sénat et j'escompte bien que les sénateurs seront en nombre présents pour être un exemple vis-à-vis de leurs collègues parlementaires députés. Premier point. Deuxième point, le facteur de charge des centrales nucléaires est un problème majeur, mais ce qu'on ne dit pas, ce qui est un déni, c'est que si on a une production qui est de l'ordre de 60% de leur capacité de production, c'est qu'il y a un secret. Ce secret, et qui est un déni de réalité,
réalité. C'est qu'il y a une priorité de réseau des éoliennes et des panneaux solaires qui fait qu'on est obligé d'effacer de l'électricité nucléaire préexistante. Et EDF, en 2024, a annoncé qu'on avait effacé 30 TWh d'électricité pour permettre l'électricité d'origine éolienne et panneaux solaires subventionnés d'intégrer le réseau. Ça veut dire qu'on a artificiellement baissé la production de nos centrales nucléaires qui étaient existantes pour permettre à une production éolienne et solaire de venir remplacer le nucléaire. Mais alors attendez, Fabien Bouglet, c'est très intéressant et ça va faire, on va dire, le condensé ou du moins on va essayer de rassembler ce que vous avez dit avec Henri Valère et Fabien Bouglet sur l'importance du nucléaire. Parce qu'on nous a appelé au 0826 300 300 Bernard de Clermont-Ferrand. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous écoutez le débat depuis tout à l'heure. Nos invités expliquent quand même avec beaucoup de faits, beaucoup de chiffres, beaucoup de précisions que le nucléaire, mine de rien, est indispensable. Et vous nous dites oui, mais personnellement, j'arrive pas à faire confiance au nucléaire. C'est bien ça ? Alors, je sais pas que j'arrive pas à faire confiance parce qu'il tourne depuis longtemps et je suis ingénieur aussi et je sais qu'il y a du solide. Mais dans le nucléaire, il y a un problème, c'est la centralisation. Hier, le problème qu'on a vu arriver en Espagne, il y a une information qui n'a pas été dite par vos collègues, mais c'est qu'à un moment donné, il a manqué 15 gigawatts. Et 15 gigawatts, ne peut pas s'effacer comme ça sur des installations solaires ou éoliennes, parce qu'il y a un tel foisonnement que arrêter toutes les installations, 15 gigawatts d'installations en même temps, c'est juste pas possible. Donc ce qui a arrêté le réseau hier, c'est pas une production décentralisée comme le solaire ou l'éolien, c'est forcément une production centralisée ou un nœud du réseau ou quelque chose qui est centralisé, qui a pu cacher 15 gigawatts. Et la solution du nucléaire, le problème, on l'a vu, on dit que le solaire, par exemple, est intermittent, c'est pas vrai, c'est variable. Et c'est tout à fait prévisible à l'avance. Vous regardez le site web RTE, il donne les prévisions à 5% dans la journée. Non mais Bernard, ce qui a été dit, et merci encore d'avoir appelé une fois de plus Sud Radio pour qu'on puisse échanger, ce qui est dit, c'est que le nucléaire, et c'est Henri Valère qui le disait, c'est pilotable, ce qui n'est pas le cas, sauf si vous me contredisez, mais ce qui est quand même beaucoup moins le cas du vent, du soleil, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins, on peut beaucoup moins le maîtriser. Demain, la météo est peut-être on va dire quelque chose d'important, ça peut donner des indices, mais ce n'est pas scientifiquement certain. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on critique en réalité dans la place. C'est ce qu'on appelle le fil de l'eau. C'est comme la production hydraulique, c'est du fil de l'eau. Oui, donc c'est beaucoup moins stable que le nucléaire, Bernard. Justement, c'est un des inconvénients. Pardon ? Non, mais donc c'est l'inverse du nucléaire, parce que peut-être en effet, alors c'est le fil de l'eau pour l'hydraulique, c'est le rayonnement pour le soleil, mais donc c'est quand même beaucoup moins stable que le nucléaire. Pas tout à fait. Un des arguments d'EDF pour dire qu'il faut installer moins d'électricité renouvelable, c'est que justement les stations nucléaires, les productions nucléaires, est pas tant pilotable que ça. Et quand on la pilote, en fait, on utilise quand même le combustible, même si on produit plus d'électricité. Donc en fait, c'est pas pilotable, mais l'énergie qu'on n'a pas produite, elle est perdue. Vous voyez, donc c'est. Donc je vois en tout cas pour le nucléaire, mais quelques subtilités, la réaction de nos invités pour qu'on comprenne le camarade Bernard. Merci encore de nous avoir appelé depuis Clermont-Ferrand au 0826 300 300, c'est de dire le nucléaire. Bon alors certes c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Et donc comme c'est pas parfait, il faut peut-être arrêter d'en faire la promotion de façon abusive. J'essaye de résumer la pensée de Bernard, Henri Valère. Alors je pense que c'est une question d'équilibre en fait. On peut piloter les réacteurs nucléaires, mais il faut pas les piloter trop brusquement, il faut pas trop leur demander non plus. Donc il faut pas dépasser, si j'ose dire, la dose prescrite dans un équilibre dans le mix électrique entre nucléaire et énergie renouvelable. Et d'ailleurs, ça a été souligné de manière très forte dans deux rapports liés à cette PPE, l'un qui était un rapport du haut-commissaire à l'énergie atomique Vincent Berger, qui a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, si on va trop loin dans l'équipement renouvelable dans les années qui viennent, on va avoir des perturbations et on va avoir du mal à gérer le nucléaire, parce qu'on va être amené à le faire bouger de manière beaucoup plus fréquente, sauf à changer les règles. Et puis aussi l'inspecteur général de la sûreté nucléaire, Casabianca, qui a alerté en disant point trop n'en faut de modulation. Et avant qu'on parte en but, Fabien Bouglet, qu'est-ce que vous répondez à Bernard qui nous disait alors je fais confiance, mais quand même instabilité sur le nucléaire en quelques secondes? Écoutez, depuis 1974 et jusqu'à 2000, le système électrique français était basé sur le nucléaire, les barrages hydroélectriques et en pic de consommation un peu d'énergie fossile. À partir de 2001, et donc on avait l'électricité la moins chère d'Europe et la plus stable.
À partir de 2001, il y a la politique d'installation des énergies intermittentes éoliennes et panneaux solaires. On a quoi? Une multiplication des factures d'électricité qui ont doublé depuis lors et une déstabilisation du réseau électrique. En gros, le plan pluriannuel de l'énergie que défend ce monsieur, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben voilà, ce sera le mot. Ça, c'est le parler vrai de Fabien Bouglet. On vous retrouve dans quelques instants avec Henri Vallard sur Sud Radio. Vous voulez réagir? Sommes-nous encore une puissance énergétique? Est-ce qu'on a massacré le nucléaire en France? On va vous diffuser un certain nombre d'interventions de ministres, de personnalités publiques qui se sont prononcés contre. Vous allez voir ça à sa saveur. Et en effet, hier, dans l'hémicycle, aucun député, ou très très peu, une dizaine, même pas, alors que c'est un sujet d'avenir. 0826 300 300 Sud Radio. On attend votre parler vrai. La France est-elle encore une puissance énergétique capable de se regarder avec fierté? Et accessoirement, si on pose cette question, c'est parce que ça concerne vos factures derrière. Sud Radio, 13h32. On revient dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300 pour participer, pour nous interpeller, pour poser vos questions, notamment à Henri Vallard, auteur de Mensonges d'État, imposture écologique. Merci encore d'être avec nous. Et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Bon, on a fait le bilan de ce qui s'est passé du côté espagnol et du côté portugais, avec notamment un blackout inattendu. Peut-être est-ce la responsabilité des énergies renouvelables? C'est en tout cas les résultats de l'enquête qu'on attend avec impatience. Dans la deuxième partie, on a quand même évoqué enfin le fait que l'hémicycle était totalement vide et que le nucléaire devait rester absolument central de chez central, parce que c'était pilotable, c'était une mine de rien un aspect de notre politique énergétique qui était très important et dont on devait mine de rien être fier, parce que c'est comme ça qu'on avait des factures d'électricité qui étaient peu chères, une électricité compétitive, Henri Vallard. Et on a eu Bernard qui nous a appelé, Clermont-Ferrand, et au 0826 300 300, et qui nous a dit alors le nucléaire ça a peut-être des avantages, mine de rien peut-être qu'on en fait trop sur le nucléaire. Oui, alors ça c'est illustratif de quelque chose où beaucoup de politiques ont une responsabilité, c'est que la politique énergétique, elle est devenue politicienne. Et du coup, elle change au gré d'alliances. On l'a vu dans le cas du nucléaire, mais aussi dans le cas des renouvelables. Il y a les pour, il y a les contre, voilà. Et on a perdu la réflexion, le bon sens, les raisonnements pour avoir une politique énergétique qui doit quand même être stable. On peut pas changer de politique énergétique tous les 4 matins. Accessoirement, arrêtez-moi si je me trompe, sur un consensus scientifique. Alors oui, se baser sur des réalités scientifiques, techniques, industrielles. Ça reste des choix politiques, mais ça ne devrait pas être des choix politiciens, et c'est là toute la différence. Et on a vu beaucoup de choses, beaucoup de changements. Ça, c'est vraiment très difficile. Par exemple, en 2018, Emmanuel Macron indique qu'il faut fermer 14 réacteurs nucléaires. En 2022, il faut en construire 6 avec 8 en option. C'est très difficile à gérer pour une filière. Mais il y a beaucoup d'exemples de cette nature avec des va-et-vient un peu... Mais alors, quand vous citez justement les nombreux politiques, les nombreux politiques, l'aspect politicien, ceux qui se sont contredits, donc il y a eu Emmanuel Macron, vous qui avez écrit justement Le mensonge d'État et l'imposture écologique, qui sont nombreux à s'être contredits comme ça? Oui, beaucoup. Par exemple, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, en 2019, plaide pour qu'on examine un scénario 100% renouvelable. 100% renouvelable. On vient de parler des difficultés qu'il peut y avoir à piloter ça. C'est analysé, évidemment, peu de temps après, c'est démenti. Elisabeth Borne, d'ailleurs, déclarera devant une commission parlementaire que, effectivement, techniquement, économiquement, ça n'était pas réaliste. Même les journalistes disaient, vous êtes sûr qu'on n'a pas les éléments pour décider? C'était quasiment un contre-emploi. Édouard Philippe aussi, mine de rien. Alors oui, Édouard Philippe, je l'ai moins en tête, mais voilà. Dans le cas, alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'Elisabeth Borne déclare aussi devant le Sénat un système électrique diversifié et plus résilient. Et on voit bien qu'on peut se poser des questions là-dessus quand même, parce qu'un système électrique où il y a beaucoup de pilotables, sans doute, un système électrique qui combine des complications en matière de production et d'entre-réseau, on peut être plus sceptique. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à propos de la politique énergétique. Avant de vous interroger, Fabien Bouglet, j'aimerais, auditeur de Sud Radio, tendez l'oreille également, parce que c'est un extrait de Dominique Voynet. Elle a été notamment, on va dire, ministre de Lionel Jospin. Elle a aidé à déconstruire le nucléaire en Europe, et il y a quelques heures, à la tribune de l'Assemblée nationale, celle qui est désormais à la tête du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Écoutez ce qu'elle disait hier au moment où ce débat se tenait à l'Assemblée.
Nos problèmes ne viennent pas des moulins à vent ou de l'Europe. Arrêtons de croire que le reste du monde a tort et qu'on a raison parce qu'on est français. Ne laissons pas le prince décider seul. Ne cédons pas à l'ébriété technologique. Monsieur le Premier ministre, invitez-moi à déjeuner. En 1 heure, j'approfondirai ce que je n'ai pas pu dire en 5 minutes. Ce ne sera pas du temps perdu, je vous le promets. Alors si vous n'entendez pas de cris, de contestation ou d'insultes, hein, c'est tout simplement parce que l'hémicycle était vide. Mais c'est vrai que quand on prend Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, le CV de Dominique Voynet, l'avoir aujourd'hui à la tête de ce comité sur la transparence et la sûreté nucléaire, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire en France, on adore se ruiner. Vous savez, les gens qui font des méfaits aiment toujours revenir dans le lieu de leurs méfaits. Et Dominique Voynet, c'est la quintessence de la trahison énergétique. Pas la transition énergétique, la trahison énergétique. Elle a avoué dans plusieurs vidéos être très fière d'avoir fermé Superphénix, qui était la structure qui permettait de réutiliser l'uranium appauvri et le plutonium, qui permettait d'avoir 3000 ans de souveraineté énergétique française. Et elle s'est vantée également dans une autre émission avoir outrepasser la feuille de route fixée par le Premier ministre pour l'intégration du nucléaire dans les énergies d'avenir lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. C'est une personne qui a trahi son pays et qui ose revenir dans le débat sur la politique énergétique de la France, dans le lieu sacré du pouvoir parlementaire et du pouvoir des citoyens, qui ose revenir pour continuer son œuvre scélérate. Je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots. C'est pas la première fois que j'évoque la question sur cette antenne de Sud Radio. Et donc, si vous voulez, symboliquement, c'est extrêmement fort cette intervention, parce que effectivement, elle continue cette œuvre désastreuse qui a montré ses limites et qui va mettre la France dans le mur. Pour revenir sur la PPE, je voudrais quand même dire une chose importante. Il y a quelques jours, avec 70 parlementaires et 20 anciens de la filière énergétique, nous avons organisé une conférence de presse avec l'intermédiaire du sénateur Vincent Louault au Sénat. D'ailleurs, Vincent Louault était venu dans votre antenne pour expliquer cette affaire. Nous avons fait une conférence de presse pour expliquer que si on continuait dans le plan de route de la programmation pluriannuelle telle qu'elle était rédigée, c'est-à-dire nucléaire couplé avec 50 fois le nombre d'éoliennes en mer prévues, multiplication par 5 des panneaux solaires et multiplication par 2 des éoliennes terrestres, nous allions avoir une nouvelle explosion de la facture d'électricité et nous allions avoir une instabilité du réseau électrique. Et oui, mais ce que vous dites, oui, mais ce que vous dites, c'est très important, ça vient Fabien Bouglet, parce que mine de rien, quand on entend les experts comme vous, comme Henri Vallard, mine de rien dire, mais attendez, les politiques ont détruit la filière nucléaire, mais c'est aussi dans l'intérêt des Français, parce que derrière, il y a la question des factures et tout ce que vous dites avec ce qui était prévu dans cette fameuse PPE, notamment l'arrivée en masse des fameuses énergies intermittentes, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, c'est que ça fait gonfler la facture. Mais sur ce cas comme ça, et les factures d'électricité, et Dominique Voynet, Henri Vallard, c'est vrai que c'est quand même sidérant de la voir revenir quand on sait notamment que ça a été quelqu'un qui a aidé à l'enfouissement massif du projet Superphénix, qui était quand même la réussite française par excellence dans le domaine nucléaire. Alors, au chapitre avoir raison contre tout le monde, je dirais simplement, regardons la Chine. La Chine investit considérablement dans le nucléaire. Elle devient un acteur majeur du nucléaire mondial. Elle a à peu près autant de réacteurs nucléaires que la France aujourd'hui. Elle va dépasser les États-Unis. Elle a un plan très très clair, très fort. Donc, il y a d'autres pays qui sont engagés dans la transition écologique et qui s'appuient sur le nucléaire. Donc, il faut arrêter de dire qu'on aurait, d'un point de vue, raison contre tout le monde. Voilà. Alors, il faut quand même écouter aussi ce qui se passe en Chine, mais dans d'autres pays également. Alors, sur les factures d'électricité, ça c'est un point très important. Si on regarde sa facture d'électricité, on a la partie avec un prix au kilowattheure et puis on a des contributions. Et effectivement, toutes ces aides portées sur les énergies renouvelables se retrouvent en fait de la facture d'électricité. Le Sénat a fait un rapport l'année dernière. Cumulé, on a quand même pas loin de 36 milliards d'euros qui ont été dispatchés dans les factures. 36 milliards d'euros. Oui, c'est l'ensemble, c'est la somme des contributions sur plusieurs années. Je crois qu'on parle de 8 milliards pour l'année en cours. Donc ça, c'est un point important. Ça se retrouve dans vos factures. 0826 300 300. Bonjour Richard, merci de nous avoir appelés. Vous voulez participer vous aussi à cette conversation sur la France qui a quand même un vrai talent pour ça, s'aborder sa politique énergétique puissante?
Oui, bonjour Maxime. Moi, je travaille dans l'industrie en fait, et ce que je constate, ce qu'on sait en fait tous, c'est qu'un pays qui veut se développer, qui veut rester dans la course, il faut qu'il ait trois choses. Il faut qu'il ait des infrastructures, et on s'aperçoit qu'on est en train de baisser sur l'entretien de nos infrastructures aujourd'hui en France. Des compétences, c'est-à-dire une éducation qui fonctionne. Donc ça aussi, c'est un gros point noir. On voit qu'on est en train de baisser dans notre niveau à la sortie de nos écoles. Et le troisième point, c'est une énergie pas chère. Et dans ce cas-là, on voit que faire tourner à mi-régime, comme le dit quelqu'un que je connais, qui travaille à Golfech, dans la centrale de Golfech, à côté de Toulouse. Voilà, on règle la centrale nucléaire à une puissance plus faible, ça va augmenter la maintenance, les coûts de maintenance, et bien sûr, on va augmenter le coût artificiellement parce qu'on a des coûts fixes dans nos centrales nucléaires, et on va augmenter artificiellement le coût de l'électricité nucléaire en baissant son volume. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que sur les panneaux solaires, je connais quelqu'un qui est maire d'une grosse commune autour de Toulouse, et qui se voit imposer de devoir provisionner le démantèlement d'un gros parc solaire qu'il a installé. D'accord. Donc il a installé il y a quelques années, c'est ça? Et aujourd'hui, par quoi? Par inefficacité? C'est la préfecture. Il faut qu'il abonde un compte à la préfecture pour prévoir le démantèlement. Donc les privés aujourd'hui ignorent ça. Quand vous êtes propriétaire de panneaux solaires, quand vous faites installer des panneaux solaires, dans 15 ans, 20 ans, il faudra démanteler. Vous n'aurez plus les mêmes subventions parce qu'on aura bien réalisé que c'était pas la solution en termes d'intermittence, que le coût de cette énergie ne veut pas être payé cher. Et donc, les gens devront payer à peu près la somme équivalente à l'installation des panneaux solaires pour le démantèlement. Bon, ben ça c'est une information. Merci de l'avoir. Voilà. Et puis voilà. Puis mon coup de gueule contre les députés qui sont des complices d'une politique énergétique qui est faite sur mesure pour l'Allemagne. On a des traîtres au sommet de notre État qui roulent pour Van der Leyen et l'Allemagne en ne voulant pas rendre la France compétitive, alors qu'on nous raconte qu'on veut réindustrialiser avec une énergie pas chère. Le franc-parler des auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup Richard de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je vois qu'Henri Vallard et Fabien Bouclier bouillonnent au téléphone bouillonnent à leur micro pour pouvoir répondre. Merci beaucoup, et en effet intéressant aussi de savoir que même au niveau public, quand on est maire d'une grande commune et qu'on investit comme ça, il y a toute une série de frais qui ne sont pas toujours prévus, et mine de rien que le contribuable se retrouve à régler. 0826 300 300. Je vois qu'il y a Jean-Claude du côté de Castres qui veut participer à la conversation. Vous êtes sur Sud Radio, on est de retour dans quelques secondes. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Dernière partie de l'émission consacrée à la politique énergétique de la France, notamment sur la façon dont les dirigeants politiques, on en parlait, ont réussi, mine de rien, à casser au fur et à mesure, notamment nos investissements dans le nucléaire, la puissance énergétique. Fabien Bouclier, vous vouliez notamment réagir à ce que disait notre auditeur précédemment, en disant que oui, en plus, coup de gueule, mais en plus, regardez dans l'industrie, quand un maire décide, on va dire, de faire le bien en investissant un peu dans le solaire, ce qu'on lui dit pas, c'est que quelques années après, hop là, on va lui reprendre le même argent, donc l'argent, parce que l'argent dans le public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables pour le démanteler à nouveau. Donc en réalité, on ne pense pas à énormément de conséquences derrière. La programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle était présentée, alors je rappelle quand même qu'on a réussi une chose importante, c'est que le Premier ministre, et je remercie le Premier ministre de ce fait, n'a pas adopté par décret le plan pluriannuel de l'énergie tel qu'il devait être adopté, puisque le ministre de l'énergie, M. Ferracci, voulait passer en force, Agnès Pannier-Runacher et M. Ferracci voulaient passer en force, et donc il faut remercier le Premier ministre d'avoir lancé un débat et préciser qu'il y aurait un débat parlementaire avec une proposition de loi, la proposition de loi Grémillet. En tout état de cause, telle qu'elle était rédigée, la programmation pluriannuelle de l'énergie, écoutez bien, c'était 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, pas 36 milliards. C'était 100 milliards d'euros pour les subventions et 200 milliards d'euros d'adaptation des réseaux, parce que pour intégrer des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires dans le réseau, il faut complètement rajouter des lignes à haute tension et des systèmes d'équilibrage, justement pour éviter ces problèmes d'équilibrage qu'on a connus en Espagne. Donc si vous voulez, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle était obsolète, parce qu'elle prenait en considération des choses et des éléments qui avaient 4 ans,
alors que depuis, eh bien, vous parliez du système énergétique français, alors qu'il y a aujourd'hui une concurrence mondiale. Depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les problèmes de corrosion sans contrainte, il y a eu l'élection de Donald Trump, avec Donald Trump qui crée le Conseil national de la domination énergétique aux États-Unis, il y a eu les problèmes de gaz et de sabotage de Nord Stream, et toute cette programmation pluriannuelle de l'énergie ne prenait pas en considération les éléments géopolitiques qui sous-tendent une politique énergétique qui est au cœur de notre pays. Justement, au 0826 300 300, Jean-Claude qui nous appelle de Castres a voulu réagir. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à tous les invités. J'aime bien la discussion. À ce moment, j'aurais voulu intervenir un peu plus tôt parce qu'on n'aura pas le temps de... Allez-y, on a encore un peu de temps, je vous en prie, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à propos du développement des ENR, on l'a fait sans faire de stockage. Or, le stockage est indispensable. Expliquez quand même, Jean-Claude, je peux me permettre de vous demander ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis retraité et dans le même temps, je suis inventeur indépendant et j'ai proposé il y a plusieurs années un système de moteur à air comprimé et que j'aurais aimé pouvoir proposer justement pour faire du stockage énergétique. Et donc, vous, dans les nombreuses discussions qu'on a eues, ce qui vous interpellait, c'était l'idée, en effet, de faire le stockage derrière, c'est ça ? Ah, mais vous savez, le nucléaire, comme toutes les énergies, elles peuvent pas fonctionner si on fait pas de stockage. Le nucléaire, il a besoin d'uranium pour fonctionner, il a besoin d'eau. Donc, sans eau et sans uranium, il aurait beaucoup de mal à fonctionner. Et c'est vrai pour toutes les énergies, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'eau, n'importe quelle énergie, si vous la stockez pas, vous ne pouvez pas maîtriser. Donc le principe, Jean-Claude, l'idée du stockage. Henri Vallard vous répond. Oui, alors la question du stockage, c'est la question du stockage de l'électricité, parce que l'énergie, dans une tonne de pétrole, elle est déjà stockée, après elle va sortir. Mais c'est le stockage de l'électricité qui est en cause, et effectivement, il y a un problème de dosage entre les capacités renouvelables et les capacités de stockage. Et d'ailleurs, l'Académie des sciences, dont on parlait au début, étrille sévèrement le projet de planification pluriannuelle de l'énergie en disant que le travail est particulièrement pauvre en matière de stockage. Fabien Bouglet pour répondre à Jean-Claude qui s'inquiète de l'idée du stockage par rapport à l'énergie nucléaire. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, si vous voulez. Les capacités de stockage nécessitent des matières premières considérables en matière d'électricité, des coûts financiers gigantesques et des espaces absolument gigantesques. Donc, si vous voulez, c'est les exploitants éoliens et les lobbyistes éoliens qui nous disent « Ah ben oui, mais on va trouver des solutions de l'intermittence des éoliennes par du stockage. » Mais le stockage n'existe pas. Il existe, mais c'est trop coûteux en matière première et c'est trop coûteux en sous. Et donc, de ce fait, si vous voulez, c'est la course à l'échalote avec les exploitants éoliens. À chaque fois, ils nous trouvent des solutions, mais bon, s'il y avait du stockage, vous imaginez bien que les éoliennes et les panneaux solaires seraient détruits, n'auraient aucun intérêt puisqu'on stockerait l'électricité nucléaire au moment où il y a des bas de consommation pendant la journée. Bien donc, sûr. Le stockage servirait au nucléaire. Henri Vallard. Oui, je crois que sur cette question de l'énergie, on est sorti des guerres de religion, ou on devrait sortir des guerres de religion en opposant les unes aux autres. Il y a eu un mérite dans une grande décision qui a été annoncée en 2022, c'est justement de ne plus opposer les deux, mais de combiner les deux. La question, c'est à quelle dose ? Et le problème qu'il y a aujourd'hui dans la programmation de l'énergie, c'est que beaucoup d'analystes considèrent que la dose est trop forte en matière de renouvelables futurs. Donc il faudrait freiner un peu sur le développement des énergies renouvelables dans l'immédiat, augmenter la production de nos réacteurs nucléaires, comme EDF d'ailleurs est prêt à le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et curieusement ça n'a pas été retenu dans la programmation. Donc changer un peu le dosage pour les 5 ans qui viennent, réfléchir posément et ensuite continuer les phases suivantes. Et si on devait, pour clore cette conversation, il nous reste 2 minutes, on va essayer d'être équitable, 1 minute chacun, on va dire pour remettre la France sur les rails d'une politique énergétique ambitieuse, stable, à la hauteur de ce qu'on souhaite faire et à la hauteur accessoirement de ce qu'est la France, à savoir la 7e puissance mondiale. Fabien Bouglet. Oui, c'est très simple. Moi, je prône un plan nucléaire, un plan Messmer 2, qui permet de réindustrialiser la France. Donc, on nucléarise la France. Ça permet de relancer la 3e filière industrielle française. Et puis, mettre en place un plan nucléaire européen à l'échelle de l'Europe pour que la France soit leader et apporte
aux pays qui sont en difficulté comme l'Allemagne, les électrons de la liberté qui permettra de libérer l'Europe des énergies fossiles américaines ou russes. Et moi, je ne fais pas de guerre de religion. Je pense que Messmer avait raison avec le nucléaire et que l'éolien est un déstabilisateur de notre système énergétique et crée une insécurité énergétique. C'est pas de la religion, c'est simplement de la science. Henri Vallard. Alors, je crois que pour avancer sur ce sujet de politique énergétique, il faudrait simplifier et s'organiser. Simplifier, aujourd'hui, il y a énormément de textes sur l'énergie. Même le Sénat s'en est ému en disant qu'on ne s'y retrouvait plus. Il y a énormément d'organisations, commission de régulation de l'énergie, conseil de ceci, conseil de cela. Il faudrait remettre un ensemblier, une organisation qui travaille pour l'État, qui prépare les choses posément, et que, au lieu de faire l'objet de débats rapides à l'Assemblée nationale, que quelques parlementaires se saisissent du sujet pendant une longue durée, 4 à 6 mois, pour que, après mûre réflexion, on définisse des orientations et qu'on sorte d'une politique énergétique politicienne pour avoir une vraie politique énergétique. Merci beaucoup Henri Vallard, auteur de Mensonges d'État, imposture écologique à retrouver aux éditions Fayard. Et merci aussi à Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Merci également à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir parlé vrai au standard et sur l'application Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve demain, même radio, même heure. Je vous souhaite une belle après-midi.